la ministre. Monsieur Daubé, vous avez une minute, vous ne la prenez pas. La parole est maintenant à Madame Nadia Sollogoub pour le groupe de l'Union centriste. Vous avez 4 minutes, chers collègues. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, le débat proposé aujourd'hui est vaste, difficile à circonscrire et ne doit pas nous cantonner dans les idées reçues. Tous ici, dans nos familles, nos lieux de vie et dans nos fonctions d'élus, nous constatons la difficulté à accéder aux soins. La question du nombre de soignants formés s'impose donc. Dans cette situation de pénurie, il serait cependant dangereux d'amalgamer différentes réalités. Celle des territoires ruraux où l'accès s'entend aussi au sens littéral du transport vers les lieux de soins et des zones urbaines, celle des médecins, des autres soignants, des généralistes et des spécialistes, des soignants de ville et des soignants hospitaliers, des soins urgents et des soins programmés, du système public et du système privé. Une évidence pourtant, l'offre de soins n'est globalement pas à la hauteur de la demande de soins, l'équation n'est pas équilibrée. Alors qu'on raisonne souvent en nombre de soignants formés, je préfère m'en tenir à la seule jauge qui ait du sens, celle du temps de soins effectif. Sinon, on pourrait croire à tort que 12 000 médecins formés actuellement produisent autant de temps médical que les mêmes professionnels des années 80, alors qu'il est désormais connu qu'ils produisent globalement, pour diverses raisons, notamment le nécessaire équilibre vie professionnelle-vie privée, environ moitié moins de temps médical que leurs aînés. Par un calcul simple, on obtient en fait le temps médical de 6 000 médecins d'il y a 40 ans. Dans ce sens, oui, il faut former encore plus de médecins, en proratisant constamment leur nombre par le temps médical fourni à une population vieillissante dont les besoins augmentent. Évidemment, cette logique a ses limites. Prenons le cas des infirmiers que l'on n'a jamais formés en si grand nombre et qui n'ont jamais eu une durée d'exercice aussi courte, usés sans doute prématurément par leurs conditions de travail. Et pourtant, un autre moyen de gagner du temps médical est le report de tâches vers d'autres professionnels de santé qui doivent eux aussi être en nombre suffisant. La réforme des études médicales est une piste, avec l'arrivée tant attendue dès l'automne 2026 des fameux docteurs juniors en milieu rural. Ces étudiants de 4e année de spécialité approfondiront leur formation tout en apportant du temps médical dans des zones sous-dotées. Spécialité de médecine générale, je précise. La condition est cependant la qualité de leur accueil et de leur encadrement, comme le disait Corinne Imbert. Alors pouvez-vous nous confirmer, Madame la Ministre, que tout sera prêt en temps et heure pour accueillir dans les meilleures conditions ces jeunes praticiens ? Une autre piste est celle du temps médical produit par des étudiants français qui font leur cursus à l'étranger. Le cas a été également évoqué. Des passerelles sont-elles à l'étude, par exemple pour les jeunes qui sont en Roumanie ou en Espagne, leur permettant le retour dès les 3e, 4e ou 5e années ? Peut-on leur redonner la possibilité de réussite aux épreuves classantes nationales qui leur sont quasiment inaccessibles depuis la dernière réforme ? Pour ceux qui sont au-delà de la 6e année, donc des internes, favoriser leur retour en France, par exemple en contrepartie d'un exercice en zone sous-dense. Ce serait particulièrement intéressant en cette année qui connaîtra un déficit d'internes. J'évoque enfin, Madame la Ministre, le cas des médecins en situation de cumul emploi-retraite à qui il avait été promis une exonération totale des cotisations sociales et qui seraient prêts pour certains à donner plus de temps médical. Pouvez-vous nous confirmer que cette disposition sera prochainement effective dans les termes initialement prévus ? Pour conclure, une chose est certaine, les exonérations fiscales ne donnent pas de temps médical supplémentaire. Par contre, le temps médical des docteurs juniors, le temps médical des docteurs seniors, le temps médical des futurs docteurs, qu'ils soient formés en France ou à l'étranger, le temps de soins en général, toutes professions confondues, tous sont des leviers qui doivent être actionnés simultanément afin que plus aucun patient en France ne se sente abandonné. Merci. Merci, chers collègues. Madame la Ministre, vous avez 2 minutes pour la réponse. Merci, monsieur. Pardon, je vais attendre que ceci. Merci, Monsieur le Président. Madame la sénatrice, oui, comment augmenter le temps médical et comment faire en sorte que des jeunes médecins en fin de formation puissent être utiles sur tous les territoires et particulièrement les territoires en difficulté. Bien sûr,
Jusqu'à maintenant, la médecine générale, c'était la seule spécialité à n'avoir que 3 années d'internat. Cette absence de phase de consolidation était considérée comme une faiblesse qui ne favorisait pas une installation immédiate en sortie de cursus. Alors, dans cette nouvelle maquette des formations de diplôme d'études spécialisées de médecine générale qui a été publiée en 2023, eh bien, nous avons bien sûr prévoyons une augmentation d'une année de leur cursus. Ce dont nous avons besoin également, ce sont des médecins qui accompagnent ces jeunes praticiens. Ce sont des médecins juniors, mais c'est vrai que nous avons besoin aussi qu'ils soient encadrés, puisque c'est la fin de leur étude, par des praticiens tuteurs. Donc, 3600 docteurs juniors vont pouvoir venir consulter sous la supervision des médecins généralistes partout dans nos territoires. Donc, je pense que c'est en 26 que ces choses-là devraient démarrer. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle que nous sommes actuellement en cours de structuration. Et bien sûr, ils pourront aller dans des déserts médicaux sur la base d'incitation. L'incitation est couplée à la fin du numerus clausus qui entre en vigueur depuis 2019. Cette réforme pédagogique représente un tournant majeur, je crois, pour un soutien aux territoires en déprise. Vous avez parlé des étudiants européens, enfin français qui font leurs études dans des pays européens. Il existe des équivalences qui permettent à ces étudiants de postuler au sein des universités françaises. Et ils peuvent également accéder au 3e cycle des études médicales pour effectuer leur formation de spécialité en France. Donc, ça a toujours existé et il leur est possible aussi de signer des contrats d'engagement de service public. Alors, ils peuvent prendre la place aussi d'étudiants français. Donc, tout ça est à étudier avec finesse. Merci, Madame la Ministre. Madame Sollogoub, vous avez 1 minute. Alors, merci beaucoup, Madame la Ministre. Si je me suis permis de vous interroger sur la fameuse 4e année de médecine générale, c'est parce qu'on attend tous tellement avec impatience. Moi, je suis élue dans la Nièvre et les potentiels tuteurs me disent que la formation pour eux n'est pas en place. Pour l'instant, elle n'est pas opérationnelle. Et donc, si on veut être prêt pour 2026, bon, il y aurait peut-être quelque chose à Nantes, mais c'est très compliqué quand on est dans la Nièvre. Donc voilà, je me permets de vous alerter maintenant avant d'attendre qu'il soit trop tard. Et quant aux jeunes qui sont en Roumanie, certains toquent à la porte et aimeraient faire leur internat en France. Et ce serait d'autant plus pertinent actuellement. On va en avoir besoin. Là, il y aura une année creuse et c'est peut-être l'année ou jamais pour leur faire des facilités, peut-être en négociant le fait qu'ils le fassent dans des territoires sous-dotés. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Merci, chers collègues.